un réel danger. La candidature de Coluche préoccupe François Mitterrand. Non seulement l'humoriste maintient sa popularité dans les sondages, mais surtout, il chasse sur les terres du candidat socialiste. Les gens qui manifestaient le désir de dire éventuellement on votera Coluche, c'était plutôt des gens qui venaient de la mouvance de la gauche au sens large. Hein. C'était plutôt des jeunes ou des gens de gauche. Donc c'est autant de voix en moins pour Mitterrand au premier tour. Du coup, le candidat du Parti socialiste est en mauvaise posture. Au mois de décembre, un autre sondage sort dans le quotidien de Paris. Valéry Giscard d'Estaing est favori. François Mitterrand n'obtient que 18%. Pour le PS, la situation est dramatique. Un candidat qui ne fait pas au moins 20%, qui ne fait pas au moins 22-23% au premier tour, a beaucoup de mal au deuxième tour. J'ai toujours entendu François Mitterrand me dire une élection se gagne au premier tour et se concrétise au second. Mais François Mitterrand n'en est pas là, car Coluche lui prend les voix dont il a besoin pour gagner. Face aux 18% de François Mitterrand, l'humoriste totalise cette fois 12,5% des voix. Coluche risque de faire perdre le candidat de la gauche. Pour Mitterrand, ça a pu être perçu, ça a sûrement été perçu comme une vraie menace potentielle, en tout cas quelque chose qui était susceptible de lui faire perdre quelques points. Donc c'est un danger, il devient dangereux politiquement. Ça aurait pu effectivement coûter l'élection à Mitterrand. D'où l'intérêt stratégique, effectivement, à un certain moment, pour Mitterrand, de faire capoter cette candidature et déblayer le terrain le plus vite possible, quoi. Pour y parvenir, le premier secrétaire du Parti socialiste confie une mission à deux de ses conseillers. Jean Glavany et Gérard Collet, conseillers en communication pour la campagne du Parti socialiste, sont tous les deux chargés de prendre contact avec l'humoriste. C'est un coup de téléphone, un matin chez Coluche. Bonjour, je m'appelle Gérard Collet. Voilà, j'aimerais venir voir Coluche pour lui parler de Qui vous savez. Ça veut dire quoi ? Qui vous savez, à l'époque, c'est Mitterrand, évidemment. Coluche n'est pas du tout surpris de ce coup de fil, mais il se méfie, comme le montrent ces images. Tiens, pendant que vous êtes là, je vais vous dire un truc. Ça, vous voyez, regarde. Je peux vous le dire, puisque votre film, il sortira plus tard. Ça, c'est un magnétophone professionnel d'écoute. Il est branché sur mon téléphone, là. Alors, le premier qui m'appelle pour me dire une connerie, là, je le gaule. Tu vois ? Genre homme politique qui viendrait, oui, on va appeler Coluche, on va lui faire une proposition malhonnête pour qu'il s'écrase. Il va être bien reçu, le mec. Fin novembre 1980, l'homme politique François Mitterrand envoie Jean Glavany et Gérard Collet au domicile de Coluche. Dès le début de l'entretien, les deux hommes posent une question maladroite à l'humoriste en le prenant de haut. Vous voulez quoi? Vous voulez faire un tour de piste. C'est du showbiz. Vous voulez aller jusqu'au premier tour et casser la baraque. Vous faites ce bordel-là alors que c'est pas votre métier, vous êtes un clown, etc. Vous venez dans notre jardin, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'ils veulent dire, eux. À Coluche, ils sont chez lui. Il dit, mais attendez, vous me prenez pour un con, quoi. Vous êtes chez moi, me demandez ce que je veux. Face à Coluche, Gérard Collet et Jean Glavany s'y sont mal pris. Alors pour le dissuader de maintenir sa candidature, les deux hommes assurent à l'humoriste que si Mitterrand est élu, il défendra ses idées. Voilà ce que veut faire Mitterrand, voilà ce que désire le Parti socialiste. C'est sûrement pas très différent de ce que tu veux faire, la forme exceptée évidemment. Et à ce moment-là, la réponse de Coluche, il dit, attendez, tout ce que je dis, vous allez le faire, et vous le dites. Mais je le sais pas, moi je l'ai pas entendu. Ça a été dit par qui, quand et où? Oui, mais lisez notre programme. Mais attendez, quel lire votre programme? On n'a pas à lire votre programme. Si vous avez des trucs à dire, il faut que la France l'entende, on n'entend pas. Donc vous êtes des mauvais, de toute manière, vous pouvez pas être élu. Ce que vous dites, c'est peut-être bien, mais vous êtes des mauvais. Je fous de notre gueule. Cause toujours que tu m'intéresses. Si c'est ça, c'est sympa, ouais, d'accord. Tiens, pour une fois, ils sont pas encore sa cravate, ou je sais pas, j'en sais rien moi ce qu'ils pensaient. Enfin, manifestement, il n'était pas là comme un crétin d'énarque avec son bloc à prendre des notes. Au bout de 20 minutes, Coluche explique très clairement aux deux hommes qu'il n'est pas du tout prêt à se retirer de la campagne électorale.
Vous êtes gentils les mecs, vous m'avez bien fait marrer, salut, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ils sont assez moyennement à l'aise et ils réagissent en disant qu'ils vont faire part à qui on sait de sa réaction. François Mitterrand a donc échoué. Pour le Parti socialiste, la campagne s'annonce difficile. Mais le candidat de la gauche peut se rassurer. Il n'est pas le seul à redouter Coluche. Dans la ligne de mire de l'humoriste, il y a surtout un homme, le président Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing est au pouvoir depuis 7 ans et il brigue un deuxième mandat. Avec 32% d'intention de vote au premier tour, sa réélection ne fait a priori aucun doute. Mais le président sortant le sait, son image est fragile. Et Coluche en campagne peut être un terrible adversaire. On commence, nous, à en parler à l'Élysée. On commence à dire, on a bien rigolé pendant une semaine, mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer de rigoler, non pas de ce que dit Coluche ou du spectacle de Coluche, mais des incidences que ça peut avoir. Le pouvoir en place a commencé à se dire, attention à Coluche. Attention, il y a une bombe là qui circule. C'est peut-être plus toxique qu'on ne le pense vis-à-vis de Giscard. Car depuis son accession au pouvoir en 1974, Valéry Giscard d'Estaing ne cesse d'être la cible de l'humoriste. Regardez, Giscard d'Estaing a promis un changement en douceur. Vous avez senti quelque chose, vous? Alors, impeccable, ça s'est passé. Le comique s'en prend au président de la République et à tous les membres de son gouvernement. Le conseil des sinistres. Alors c'est le mercredi, hein, c'est le jour des gosses, ils vont ensemble, bon. Pour déporter, c'est sympa, il y a le garde des Sceaux, bon, alors ils sont là, hop. Alors, qui c'est qui a une idée? Moi j'en ai pas, très bien. Et lui, j'ai une petite idée, tu la gardes, hein, parce que... T'as vu dans quelle merde on est déjà, alors si tout le monde ouvre sa gueule, on n'est pas sorti. Hein. Pendant toute sa campagne, Coluche va tenter de détruire l'image de Valéry Giscard d'Estaing, car il souhaite que le président soit battu aux élections. L'ennemi principal, c'est Giscard, parce qu'il incarne 30 ans de gouvernement de droite. Giscard a tout à craindre parce que d'abord il est en place. Et l'humoriste, le critique toujours plus fortement l'homme en place, et c'est toujours la stature du commandeur qui en prend plus plein la gueule que les disciples. C'est vraiment de l'acharnement. Hein. Pour le coup, il a trouvé un personnage, il va le caricaturer, et c'est son boulot d'homme de spectacle. Et d'ailleurs, vous voyez, Giscard d'Estaing, il a demandé l'autre jour, il a dit « Je suis aux 3/4 satisfait ». Voyez-vous, 1 800 000 chômeurs, la hausse des prix, le déséquilibre du commerce extérieur, c'est que les 3/4 de ce qu'il peut faire. Ouais, à votre place, je voterai encore pour lui, il va faire mieux ce mec-là. Coluche fait rire la France entière. Mais à l'Élysée, on n'a pas du tout le même sens de l'humour. Coluche, c'est pas drôle, finalement. C'est pas si anodin que cela. Les humoristes ont toujours un poids dans une élection, à condition de frapper juste et d'appuyer là où ça fait mal. Et Coluche peut faire vraiment mal s'il ressort le scandale le plus retentissant du septennat de Giscard d'Estaing. L'affaire des diamants. Le 10 octobre 1979, le Canard enchaîné sort un scoop à la une. Quand Giscard empochait les diamants de Bokassa. Le journal révèle que Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre, a accepté des diamants comme cadeau du chef de l'État de Centrafrique, l'empereur Bokassa. Les diamants deviennent une véritable affaire d'État, un scandale que le président cherche à faire oublier. Giscard d'Estaing faisait à cette époque-là précisément, déployait de grands efforts et largement couronné de succès pour essayer de minimiser les voix des politiques, des polémistes ou des comiques qu'il mettait en cause, notamment dans l'affaire des diamants. Pour lui, c'était incongru de parler de ça. C'était comme de proférer une grossièreté de parler de cette histoire. À moins de 6 mois des présidentielles, l'Élysée l'a compris. Coluche risque de se servir des diamants pour faire campagne.
Vous imaginez un débat avec quelqu'un comme Coluche qui arrivera avec un nez rouge et puis qui nous sortira des insanités. Il aurait été capable de le faire avec une rivière de diamants autour du cou et de dire alors mon président comment ça va. Ce risque, l'Élysée ne peut le tolérer. Le 14 décembre 1980, Bernard Rideau adresse au président de la République une note écrite consacrée à la menace que représente Coluche. Voilà ce qu'il dit à Valéry Giscard d'Estaing pour le mettre en garde. Maintenant, il faut quand même qu'on arrête de prendre ça comme une bouffonnerie. C'est ça que je dis. Alors, pour s'assurer que Coluche ne soit plus dangereux, l'Élysée a une idée toute simple, faire en sorte que l'humoriste ne puisse plus faire entendre sa voix. Parce qu'il est candidat à la présidence de la République, le comique le plus populaire de France va être interdit d'antenne pendant toute la durée de sa campagne. À un moment, Coluche n'a plus accès du tout aux médias. C'est à un moment, il devient flagrant qu'on n'en parle plus dans la presse, que dans les radios on l'évite et qu'à la télévision il n'est plus invité. Pour l'interdire d'antenne, l'Élysée compte sur les hommes que le président de la République a choisis à la tête de l'audiovisuel. Nous sommes en 1980. Toutes les chaînes de télévision et certaines radios sont aux mains de l'État. Jean-Louis Guillot à TF1, Maurice Ulrich à Antenne 2, Claude Contamine à France 3 et Jacqueline Baudrier à Radio France. Tous ont été nommés pour leur loyauté à l'égard du pouvoir en place. Bien sûr, on ne prenait pas ceux qui passaient leur temps à démolir Giscard, on prenait des gens qui, quand même, étaient à l'écoute de ce qu'on pouvait leur dire. Les gens qui sont là savent à peu près ce qu'ils doivent faire ou pas faire pour pas trop agacer l'actionnaire principal étant le gouvernement. Et l'audiovisuel, il est à la botte, il est aux ordres. Et voici en quels termes l'Élysée demande aux chaînes de télévision et radio publiques que Coluche soit interdit d'antenne. On commence déjà à dire, écoutez, arrêtez, il faudrait quand même que les médias, non pas fassent des papiers pour démolir, on ne veut pas en demander trop, mais au moins en parlent un peu moins. Le patron de chaîne, il comprend quoi quand on lui dit ça? Il comprend, si vous continuez à recevoir Coluche, votre siège devient éjectable. L'État donne de manière très efficace et très visible des ordres pour qu'on n'entende plus ce trublion. Bon, ça c'est clair. La première à suivre les consignes du pouvoir est Jacqueline Baudrier, présidente de Radio France, un réseau qui compte une dizaine de stations. Fin novembre 1980, Coluche doit intervenir sur Radio 7, une des radios du groupe Radio France. Mais quelques jours avant l'émission, le responsable de la station, Patrick Meyer, reçoit un coup de fil de sa direction. On m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Patrick, vous avez invité Coluche, il n'est pas question qu'on donne un retentissement à cette bouffonnerie. Patrick Meyer est obligé de céder. Coluche ne sera donc pas invité. Mais pour protester contre cette décision, le directeur de Radio 7 décide de démissionner. Coluche en est maintenant persuadé. L'affaire Radio 7 marque le début d'une longue période de censure. Il a la preuve qu'il y a réellement une consigne pour plus être invité. Il pense qu'il est mis en quarantaine. C'était les prémices d'une opération rouleau compresseur qui commençait à se mettre en place. Du jour au lendemain, plus personne n'entend Coluche. L'humoriste disparaît des écrans de télévision. Désormais, seuls les journalistes de la télévision étrangère s'intéressent à Coluche. Et lorsqu'il est interviewé, les questions portent justement sur la censure dont il est victime. Coluche, tell me this. When you announced your candidature, you had problems? Oh, maximum. How? What sort? Problème, alors on a censure, comment on dit? Censure. Censure. You were censored? Oui. By whom? Comme ça, c'est en anglais, hein, je vous dis. In English. Bon. Et who tried to censor you? Oh, télévision, comment on dit presse? Presse. Ça veut dire ça en anglais, presse? Ça veut dire une presse aussi en français, elle dit ça.
En France, Coluche est interdit d'antenne sur les émissions politiques et dans les journaux télévisés. Seule une émission de divertissement va accepter de recevoir l'humoriste.